Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseiller en Gestion, je suis Philippe Ligori, expert comptable. J'ai eu l'idée et l'envie de proposer sur les réseaux sociaux un rendez-vous d'actualité périodique. Un rendez-vous d'actualité principalement sur de la fiscalité, mais pas seulement. Je ferai des incursions dans des thématiques telles que le social dans ce premier rendez-vous d'actualité. Rendez-vous pour qui? Pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour les conseils de l'entreprise, experts comptables, avocats, leurs collaborateurs, pour les banquiers aussi, et pour toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entreprise. Quel format? Donc un format vidéo plutôt court, synthétique, avec quelques thématiques choisies, un focus sur quelques thèmes, devant le foisonnement des textes, la créativité du législateur et aussi leur capacité à faire des allers-retours sur des textes de loi, on peut perdre un petit peu nos repères et avoir de la synthèse, avoir des focus, des éléments un petit peu clés, ça peut être intéressant. J'ai co-animé pendant plusieurs années à Ecomex un rendez-vous d'actualité fiscale avec Dominique Laforie pour les collaborateurs et les managers. Et en tout cas, on avait cet objectif de faire de la synthèse, de ne pas traiter des arrêts de jurisprudence trop spécifiques, et en tout cas de traiter de thèmes qui avaient une application pratique dans leur quotidien. J'ai donc le plaisir de vous présenter ce premier rendez-vous. Il va être un petit peu court, mais c'est volontaire. Avant d'y mettre trop d'énergie, j'ai besoin de savoir s'il y a l'intérêt. Donc n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à liker et à me dire si je dois continuer. Il y a 6 thèmes que je vais traiter. Le premier concerne l'apparition des décrets sur la réforme des retraites et je parlerai du cumul emploi-retraite. Je parlerai également de la taxe d'habitation. Je parlerai de la facture électronique avec le nouveau calendrier qui a été évoqué. Je parlerai de la contribution patronale de 30% sur les ruptures conventionnelles et indemnités de départ à la retraite. Je parlerai aussi de la fiscalité des micro-entrepreneurs et auto-entrepreneurs. Et pour terminer, j'évoquerai les nouvelles obligations quand une société perd la moitié de son capital, quand ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié de son capital. Il y a une obligation complémentaire, en tout cas une possibilité qui est offerte à l'entreprise pour régulariser sa situation. Il y a 2 thématiques que j'ai décidé de ne pas traiter. C'est l'expiration du report d'imposition en cas d'annulation des titres motivés par des pertes et un arrêt de la Cour administrative de Bordeaux qui nous dit que les titres détenus en usufruit ne bénéficient pas du régime des titres de participation et donc de l'exonération d'impôt de plus-value. Enfin, en tout cas, la quasi-exonération. Sans plus attendre, abordons le premier thème qui concerne la sortie des décrets d'application au mois d'août concernant la réforme des retraites. Et je vais parler spécifiquement d'un thème qui est la possibilité de faire un cumul emploi-retraite. Ça, c'est pas nouveau, ça existait. Ce qui est nouveau, c'est que ça peut générer de nouveaux droits à la retraite et donc une deuxième pension. Pour ça, il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient réunies. Si j'exerce mon emploi chez mon ancien employeur, il faut qu'il y ait un délai de carence de 6 mois. Il faut aussi que la personne bénéficie du taux plein, soit par l'atteinte de l'âge légal, soit par la durée de cotisation. Et également qu'elle ait liquidé la totalité de ses pensions de base et de retraite complémentaire, donc concernant ses premières pensions. La seconde pension, donc qui va être octroyée avec le travail réalisé, en tout cas les salaires versés, sera plafonnée à un montant annuel de 5% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 2200 € à peu près en 2023. Deuxième thématique qui concerne la taxe d'habitation et la taxe sur les logements vacants. Il y a eu l'apparition d'une nouvelle liste de zones tendues. Qu'est-ce qu'une zone tendue? C'est une zone où il est difficile de se loger parce qu'il y a beaucoup de résidences secondaires. Donc il existait une certaine zone qui concernait des communes qui étaient dans des zones urbaines de plus de 50 000 habitants. Maintenant, ce plafond a été enlevé. Il y a plus de 2000 communes qui font partie de cette liste, qui vont pouvoir majorer, en tout cas les communes vont pouvoir majorer la taxe d'habitation de 5% jusqu'à 60%, sous réserve qu'il y ait une délibération qui soit prise par le conseil municipal avant le 1er octobre 2023 pour une application sur les taxes d'habitation de 2024. Et pour ces mêmes communes, elles vont pouvoir imposer les logements vacants à la taxe sur les logements vacants. Vous avez la liste, qui est, en tout cas le lien pour accéder à la liste qui est jointe là, qui sera jointe dans les commentaires de la vidéo. Petite précision, qu'est-ce qu'un logement vacant? C'est un logement qui est habitable mais non meublé et inoccupé.
tandis qu'une résidence secondaire, c'est un logement meublé non affecté à l'habitation principale. On peut se poser la question pour quelqu'un qui possède un bien immobilier et qui le loue de manière saisonnière, de savoir s'il doit payer la taxe d'habitation. Qui doit payer la taxe d'habitation? Il y a eu des précisions de l'administration qui nous dit que pour ne pas être assujetti à la taxe d'habitation, titre d'un local loué, meublé de manière saisonnière, le propriétaire doit ne pas avoir eu à la disposition effective du logement au titre d'une période de l'année et ne pas avoir eu la possibilité de disposer du bien au titre d'une période donnée de l'année. Donc, j'en ai pas la disposition, mais aussi je n'ai pas la possibilité de disposer du bien. Finalement, seule la mise en location tout au long de l'année via des plateformes, combinée avec une réservation instantanée, sans que le propriétaire puisse dire non, donc une réservation instantanée du bien par le locataire, rend, on va dire, possible l'exonération de taxe d'habitation pour le propriétaire. Voilà pour ce deuxième sujet. Donc c'est la possibilité pour les communes d'avoir plus de recettes fiscales. Il y a forcément un lien avec la suppression de la taxe d'habitation pour les habitants au titre de l'habitation principale. Troisième sujet qui concerne la réforme de la facture électronique. Le calendrier qui avait été prévu a été stoppé il y a quelques mois par l'administration fiscale, par le législateur, et il était prévu que ce soit la loi de finances 2024 qui reprécise le nouveau calendrier. Et finalement, Bruno Le Maire, dans son intervention au congrès des experts comptables, a précisé ce nouveau calendrier qui ne change pas grand-chose par rapport au premier calendrier. Alors il a présenté en 2024 une thèse de la plateforme publique. Il a présenté donc en 2025 qu'il y aurait des mises à l'essai de la plateforme sur la base du volontariat, des entreprises volontaires qui utiliseraient la plateforme, et un déploiement définitif de la réforme en 2026. C'est ce qui était prévu dans le premier calendrier, une obligation pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, en 2026, d'appliquer la facturation électronique. Que ce soit l'envoi des factures ou alors le procédé d'e-reporting pour la TVA. Il y avait un calendrier qui était progressif pour les grandes entreprises qui passaient en priorité. Après, c'était les ETI, après, c'était les PME, TPE qui les rejoignaient en 2026. Finalement, c'est tout le monde en 2026, d'un seul coup d'un seul, une application de cette réforme. Voilà par rapport à ce qu'a dit Bruno Le Maire lors du congrès. Deuxième sujet d'ordre social, c'est la contribution patronale de 30% sur les indemnités de rupture. Quelles indemnités de rupture? Les indemnités de rupture conventionnelles, qui auparavant supportaient une contribution de 20%, et les indemnités de rupture pour les départs à la retraite, quelle que soit l'origine du départ à la retraite. Donc on a un taux homogène de 30%, c'est plus facile à mémoriser, et c'est un petit peu plus que les 20%. Petit sujet qui n'est pas un sujet d'actualité, qui concerne l'impôt sur le revenu des auto-entrepreneurs et des micro-entrepreneurs. Il y a deux possibilités pour une imposition de ces catégories de contribuables. La première possibilité, c'est l'imposition au barème catégoriel. Le chiffre d'affaires généré est déclaré annuellement dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Il y a une deuxième possibilité qui est le prélèvement forfaitaire, mais elle est conditionnée au revenu du foyer fiscal. Pour une personne seule, il faut avoir un revenu fiscal inférieur à 26 000 euros. Pour un couple, c'est 52 000 euros. Et si les conditions sont remplies, l'auto-entrepreneur, le micro-entrepreneur peut être imposé tout au long de l'année, au mois ou par trimestre, sur la base du chiffre d'affaires déclaré, avec un pourcentage qui est assez faible, qui est de 1% pour les entreprises qui produisent et qui revendent, et qui est de 1,7% à 2,2% pour les entreprises prestataires, BIC et BNC. Maintenant, il y a des possibilités d'options. Il y a un formalisme qui nous dit que l'option doit être réalisée avant le 30 septembre de l'année pour une application l'année prochaine. Je prends un exemple. Si mes revenus de 2022 me permettent de bénéficier du prélèvement forfaitaire, je vais devoir en 2023, avant le 30 septembre, bon on est au mois d'octobre, c'est un petit peu tardif, mais vous le saurez pour l'année prochaine, donc en 2023, avant le 30 septembre, je fais l'option pour une application 2024. Pareil, si je veux sortir du prélèvement forfaitaire et être imposé au barème, il faut que je demande la sortie avant le 30 septembre pour une application l'année d'après. Dernier petit focus, pour ce rendez-vous d'actualité, ça concerne la perte de la moitié du capital et ses obligations. Ces sociétés ont une obligation, une fois qu'elles ont constaté la perte de la moitié du capital, de consulter les associés ou les actionnaires dans le cadre d'une assemblée générale extraordinaire pour décider du sort de la société. Il y a deux possibilités.
soit elles demandent la dissolution, soit elles ont un délai de 2 ans pour régulariser la situation et reconstituer leurs capitaux propres pour qu'ils deviennent supérieurs à la moitié du capital. Si elles ne font pas le formalisme qui est demandé par la loi, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire, n'importe qui, un tiers, peut demander la dissolution de la société. Je ne l'ai jamais vu en pratique. Elles ont donc un délai de 2 ans pour régulariser. Qu'est-ce qu'apporte ce texte de loi? Il apporte un nouveau délai pour que, si la société n'a pas régularisé sa situation dans le cadre du délai de 2 ans, elle puisse le faire par l'intermédiaire d'une réduction de capital. Donc si la société n'a pas reconstitué ses capitaux propres à l'issue du premier délai, et si le capital social est supérieur à un certain seuil, le décret fixe le seuil, elle bénéficie d'un second délai pour réduire le capital en le ramenant à une valeur inférieure à ce seuil. Quel est ce seuil? C'est un seuil de 1% du total du bilan constaté à la dernière clôture, et ce 1% concerne les SARL et les SAS. Pour les SAS, c'est un petit peu plus technique. Voilà, un grand merci pour votre écoute. Une petite parenthèse sur une information qui est sortie pendant l'été, qui sera confirmée par la loi de finances 2024. C'est la suppression de la CVAE qui devait se faire en 2024 et qui va être décalée dans le temps. Merci pour votre écoute. J'espère que le format et le contenu vous convient. N'hésitez pas à me dire à quelle fréquence vous souhaitez que j'intervienne. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous.